Ah oui. Je reteste. Ah, c'est mieux. Donc je disais, en attendant que tout le monde, les derniers arrivent, je vous propose un petit icebreaker, parce qu'on on vient de déjeuner, on est un peu sur la phase de sieste. Alors normalement, je vous fais lever, mais vu l'exercice que c'est de monter sur les chaises, on ne va pas le faire. Je vais juste on va déjà faire un premier exercice, et après je vous demanderai de lever la main, mais on va attendre déjà le premier exercice. Je vais vous demander de compter sur les 5 dernières années, combien de mobiles vous avez eu, vous-même. Si vous avez changé 3 fois, ça fait 3. Comptez dans votre tête. 5 dernières années. Là-dessus, vous ajoutez le nombre de PC, pro ou perso. Pareil, si vous avez changé 3 fois, ça fait 3. À ça, pro perso, ouais. Ouais. Vous l'additionnez dans votre tête, c'est bon. À ça, vous ajoutez le nombre de box que vous avez chez vous. Le nombre d'écrans, soit écran pour vos PC, soit pour la télé. Le nombre de tablettes. On va s'arrêter là. Vous avez le chiffre en tête? Donc on va tous lever la main. OK. Si vous avez moins de 5 comme résultat, vous pouvez baisser la main. En moyenne dans le monde, c'est 4 à 5 par habitant. Mais évidemment, il y a des régions, et on n'est pas du tout dans ces régions-là. Si vous en avez moins de 10, vous pouvez baisser la main. Oh, en essayant de tout. Hein. Moins de 15, moins de 20. En fait, en France-Europe, on est autour de 15 et 20. Il faut vous rendre compte de l'impact qu'on a par rapport au reste du monde. Ça, c'était juste pour introduire un peu le sujet. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de SNCF Connect. J'espère que vous connaissez. Vous utilisez pour prendre le train, normalement, pour faire des itinéraires aussi. Et donc moi, je suis directeur des opérations tech de SNCF Connect. Et j'ai participé à un programme qui s'appelle le numérique responsable. Qui sommes-nous très vite? SNCF Connect en tech, vous l'avez peut-être connu auparavant sous un nom qui s'appelait e-Voyageurs Technologies. On s'est appelé aussi SNCF, on s'est appelé VSCT, SNCF Technologies, donc on a beaucoup changé de nom, mais on existe depuis plus de 20 ans. Et notre spécialité, c'est la tech pour la mobilité durable. C'est vraiment notre cœur de métier. On est à peu près 1000 à faire ce genre de sujet sur la mobilité durable. Entre mes équipes qui font vraiment l'appli SNCF Connect, le site web et tout le bac qui est derrière, et tout ce qu'on fait également pour accompagner le développement de la SNCF en grand sur l'outil des contrôleurs, l'outil du conducteur de TGV, de l'affichage en gare, etc. Donc on couvre un périmètre assez large autour de la mobilité durable. Par contre, le jour où vous nous verrez de l'avion sur SNCF Connect, c'est qu'on s'est perdu. Notre sujet, c'est vraiment la mobilité durable. Et c'est pour ça que quand on recrute, c'est vraiment un des premiers critères qu'on a. C'est que les personnes qui nous rejoignent nous disent « Moi, j'ai envie de vous rejoindre parce que j'ai envie d'avoir une entreprise à mission qui propose quelque chose qui a du sens, qui, avec le réchauffement climatique et tout ce qui se passe en ce moment, est en lien avec mes valeurs. » Donc, ils nous rejoignent pour la mobilité durable. Et notre ambition en tant que tech, c'est de les accompagner pour se dire, au-delà de la mobilité durable, en fait, nous, on n'est que distributeurs, entre guillemets, c'est comment dans l'app, dans ce qu'on propose, dans ce qu'on conçoit, on fait aussi du numérique responsable. C'est mon sujet aujourd'hui. C'est ancré dans notre raison d'être, je ne vais pas vous la lire, dans nos valeurs, dans la façon dont on a construit toute notre... Excusez-moi. Toute la communication autour de ce programme avec l'ensemble des collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire numérique responsable? Il y a eu une excellente introduction ce matin, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder la vidéo qui sera rediffusée. Mais chez nous, la définition qu'on aime beaucoup, c'est celle qui vient de stratégie.gouv.fr, qui parle d'amélioration continue. Moi, je viens du monde de la qualité, de l'agilité. L'amélioration continue, c'est dans mes gènes, dans nos gènes. Et se dire que la démarche d'amélioration continue, de numérique responsable, est une démarche d'amélioration continue, c'est essentiel. C'est pas, je vais me faire un audit RG2A, un audit
éco-conception à un instant T, j'ai un bon label, je suis content. Non, c'est une démarche en continu, on s'améliore, on se trompe, on fait mieux et on continue. Ce que ce n'est pas non plus, c'est uniquement le CO2. C'est tout un panel, c'est de la sobriété, et donc notamment autour du CO2, c'est de l'accessibilité, c'est de la confidentialité, le respect des libertés, la diversité et l'inclusion. La responsabilité numérique, c'est un panel complet. Ce n'est pas uniquement ce qu'on appelait auparavant le Green IT. Et ce que je vais essayer aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on l'a mis en œuvre chez nous avec des cas concrets. Alors déjà, on s'est défini une ambition. Ça commence toujours par ça. C'est toujours mieux de connaître là où on va pour pouvoir tracer un chemin. Surtout quand on est dans la mobilité. Donc notre ambition, c'est construire un produit vertueux avec des objectifs environnementaux et sociaux afin de produire un impact positif sur nos utilisateurs, la société, l'environnement et les générateurs de valeur. On n'est pas non plus une association, on a besoin de générer du cash. Et ce programme, il s'inscrit dans une démarche qui touche à l'intégralité de l'entreprise. On cherche forcément à apporter une amélioration de l'expérience utilisateur. On fait ça aussi pour nos clients. Et on a une convergence. Je viens du monde aussi des associations LGBT, on parle de convergence de lutte. Ben, c'est un peu la même chose en fait. Sur l'accessibilité, sur l'éco-conception, sur la qualité, sur la web perf. En fait, tous les axes de bonnes pratiques vont être, la plupart du temps, ce n'est pas toujours le vrai, il peut y avoir des contraintes opposées, mais la plupart du temps, apportent de la valeur dans tous les cas. Et apporter de la valeur à nos utilisateurs. Il ne faut pas se le cacher, et surtout si on veut vendre ce type de programme, ça permet aussi des économies sur les frais d'infrastructure. On parle beaucoup de FinOps et de GreenOps, ce n'est pas pour rien. C'est une amélioration de l'image de marque. On a lancé en début d'année Mon année SNCF. Encore une fois, on montre toute l'économie de CO2 que l'on fait en voyageant en train. Ben, si on peut rajouter, et en plus, vous avez utilisé une application durable qui vous a fait économiser tant de kilos CO2, on n'est pas sur des tonnes par utilisateur comme le train. Malgré tout, c'est un tout petit plus qui a du sens. C'est un levier d'engagement interne, je vous l'ai expliqué. Chez nous, on vient chez nous en premier pour la mobilité durable, pour le sens. On vient aussi pour notre stack, on vient aussi parce qu'on est sur le cloud, parce qu'on fait du Flutter, etc. Mais en premier, dans tous les entretiens que je fais, la première chose qui vient, c'est la mobilité durable. C'est monter en compétence pour nos équipes. Je vais y revenir. Un des axes forts dans ce programme de formation, de numérique responsable, c'est la formation. On ne s'improvise pas sur ce type de sujet, on doit se former. Anticiper les régulations gouvernementales. Sur l'accessibilité, pour l'instant, il y a des lois autour de RG2A, donc on doit afficher son niveau d'accessibilité. On n'est pas encore avec des obligations de seuil. Ça finira par arriver. Sur l'éco-conception, c'est pareil, on commence à avoir des références, des référentiels, mais il n'y a pas encore de vraie régulation. Notre idée, ce n'est pas de faire les choses juste parce que c'est régulé. C'est pour ça qu'en premier, on a mis l'amélioration de l'expérience utilisateur, mais quand même de s'y préparer. Et derrière, c'est aussi l'innovation. Parce que ça permet de créer la valeur, d'apporter des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux moyens d'appréhender nos sujets différemment. Et moi qui viens de la qualité, on parle de ISO 9000, de 14000, de 17000, etc. Quasiment toutes ces normes commencent par un chapitre qui s'appelle l'engagement de la direction. C'est pour ça que c'est important pour nous. Je ne vais pas vous lire tous les profils, mais à toutes les échelles de l'entreprise et du groupe, au sein du groupe SNCF, au sein de notre COMEX, Connect and Tech, au sein de nos CODIR. J'ai laissé que mon nom parce que je ne voulais pas qu'on publie l'ensemble des noms de notre organisation, mais aussi de l'ensemble des équipes, que ce soit des référents tech, que ce soit du produit, que ce soit la formation, du service designer. L'ensemble des personnes sont impliquées dans ce programme. Et c'est assez essentiel, ce n'est pas un programme, encore une fois, qu'on peut porter à une ou deux personnes contre le reste du monde. Je vous parlais, on est plus de 1000 techs, ça ne tient pas tout seul. Alors, le premier axe de ce programme, c'est se former. Encore une fois, on ne s'improvise pas. C'est sensibiliser et déployer des pratiques. Alors, en fait, ça a commencé par, comme souvent, par des initiatives internes. Des personnes qui étaient sensibles au sujet, que ce soit l'accessibilité, la diversité. Moi, je me souviens d'une personne dans mes équipes qui avait un problème parce que quand on réserve un billet de train, on doit préciser si on est un homme ou une femme et elle ne comprend pas l'utilité. Et donc, elle nous a présenté en quoi ça n'avait pas de sens en fait, dans l'ensemble
transporteurs européens d'avoir besoin de préparer ça, de donner cette information-là. Et on pense à une communauté, notamment la communauté trans, qui en souffre, puisqu'ils peuvent se retrouver parce que leur carte d'identité dit que c'est un homme, ils ont une apparence de femme, etc. Donc tous ces sujets-là, on en a discuté. C'est toujours pas fait, parce que justement c'est ancré dans certains systèmes parfois très anciens, je parle de la S400 et autres, et c'est compliqué de les modifier. Mais c'est des discussions qu'on a et qui sont intéressantes sur l'ensemble des sujets, et qui sont venus des collaborateurs, des personnes chez nous qui ont échangé sur les sujets. C'est des sujets qu'on a traités en hackathon. Le projet qui a gagné en hackathon l'année dernière, c'était un projet d'amélioration du parcours pour les PMR, donner plus d'informations, notamment sur le temps pour passer d'un quai à l'autre quand on change de train. Parce que forcément, quand on est PMR, ça prend plus de temps. Donc pouvoir dire, c'est pas la peine de vous proposer un changement en 8 minutes, quand on sait très bien que dans votre situation, ça va prendre plus de 20 minutes. Ce genre de choses, ça c'est passé en hackathon et maintenant c'est implémenté. Mais c'est aussi en parler à l'extérieur, donc à Viva Technologies, à Flutter, on est la première app Flutter en France, donc on en parle beaucoup et on parle de ce sujet-là. Et puis j'en parle aujourd'hui. Mais ça, c'était des initiatives locales qui ont émergé un peu partout. L'entreprise, depuis plusieurs années, s'en est emparée en se disant ça va être un programme d'entreprise. Ça part par l'accoordatorescement depuis 3 ans, où le sujet de formation à l'accessibilité, la diversité, l'inclusion, l'environnement font partie des obligations. Chaque collaborateur doit avoir suivi au moins 2 sessions. Alors, c'est des sessions en ligne. Il y a des sessions qui sont très courtes, il y a des sessions plus ou moins longues, mais ça a eu un effet sur l'ensemble des collaborateurs. Je vais vous montrer les chiffres après. Et on continue cette année parce qu'on a l'éco-conception, c'est plus récent chez nous, et on se l'est vraiment inscrit on a fait un travail d'OKR avec mon collègue ici présent qui s'occupe d'une autre partie des équipes pour essayer de remonter comment on allait impulser l'éco-conception dans nos équipes. Et l'indicateur qu'on a retenu, c'est former 30% de nos développeurs et tech leads à l'éco-conception. Encore une fois, on commence par former et ensuite on met en place d'autres étapes. Sur les premiers sujets, l'accessibilité, la diversité, l'inclusion, l'égalité professionnelle, je vous dis on est à peu près de 1000, vous voyez les chiffres. Il y a eu un très fort succès, on a formé énormément de personnes. On commence cette année sur l'éco-conception. En fait, le programme a commencé hier. Donc moi j'ai fait le premier jour hier pour participer au pilote, donner mes retours sur ce qui va être donné à l'ensemble de nos collaborateurs. Mais c'est vraiment un axe qu'on est en train de développer. C'est un axe où une première journée que j'ai fait hier, qui est l'initiation éco-conception, qui était assez semblable à ce qu'on a vu ce matin dans la première heure, sur les grands principes, l'impact. Et aujourd'hui, il y a une formation dédiée au tech, une formation dédiée au product owner et une formation dédiée au CX. Parce que les approches sont un peu différentes et les outils sont un peu différents. Et c'est ce qu'on veut apporter à l'ensemble de nos collaborateurs pour aller plus loin. La formation, c'est important. Encore une fois, c'est un des points de départ. Se mesurer, savoir où on est, où on va, est aussi important. Que ce soit sur la sobriété ou l'accessibilité. Alors, il y a un exercice qu'on a fait avec nos urbanistes, parce qu'on essaie encore une fois d'embarquer l'ensemble de l'entreprise pour essayer d'identifier l'ensemble des zones où c'est intéressant de se mesurer quels outils existent. Donc on a un panel qu'on a commencé à dessiner qui est très loin d'être exhaustif, mais c'est notre base de travail. Typiquement, on a commencé à discuter ici avec Hublot, qui est un peu balbutiant, qui est un outil open source intéressant à creuser, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup avancé. On a discuté avec Soft, qui, pour la partie GreenOps, peut être intéressant. Encore une fois, on est en phase de discussion, donc je ne peux pas trop vous en parler aujourd'hui. SonarCube est en train d'implémenter des plugins pour pouvoir mesurer l'éco-conception et des bonnes pratiques. On a fait un hackathon l'année dernière pour le tester. Cette année, il y a eu un hackathon organisé par EcoCode, je crois, où on a contribué à l'enrichir. On ne l'a pas encore implémenté chez nous, mais c'est clairement une démarche qu'on veut lancer. On a regardé Frugger récemment. Frugger est intéressant parce que pour le coup, il couvre vraiment l'intégrité du panel du numérique responsable, que ce soit le CO2, l'eau, l'accessibilité, la diversité, etc. Par contre, pour l'instant, on a un avis assez mitigé. C'est beaucoup de déclaratifs, c'est beaucoup de travail à préparer pour apprendre à peu près ce qu'on sait déjà. Alors je caricature un peu, parce que c'est assez récent et l'étude vient de se terminer, mais pour l'instant, on n'est pas très convaincu sur avancer avec Frugger. Maintenant, le produit va grandir,
on sait que ce marché des outils autour du numérique responsable va évoluer et on ne s'interdit pas de revenir. Mais pour l'instant, on a plutôt un avis mitigé. GreenSpector, on a par contre un avis fort puisqu'on travaille avec eux depuis plus d'1 an. On l'utilise au quotidien et je vais même vous en faire un Rex tout de suite. Donc GreenSpector, pourquoi passer par GreenSpector? C'est des spécialistes de la sobriété numérique qui font de la mesure, qui sont neutres. C'est-à-dire qu'on sait que dans le domaine du numérique responsable et du green, le greenwashing, c'est assez facile de mettre une plante verte et dire qu'on est green. Avoir un acteur indépendant qui nous mesure, c'est quand même beaucoup plus important pour pouvoir l'afficher et l'expliquer. Et aussi, parce que analyser, faire des mesures, ça, encore une fois, même en se formant, ce n'est pas simple. Et à la fois, il nous mesure, mais il nous donne aussi des conseils sur la façon de nous améliorer. C'est vraiment une démarche itérative. On se fait auditer à peu près tous les 3 mois avec des retours et des améliorations. Et entre la première version, le premier audit et le deuxième, on s'est déjà pas mal amélioré. Si on regarde les chiffres, non, c'est sur le slide suivant, excusez-moi. Ils nous donnaient des points sur des points d'amélioration. Première chose, c'est travailler sur ce qu'on appelle les threads. C'est avoir des threads dédiés à tout ce qui va permettre de s'afficher. Isoler pour tout ce qui va être désérialisation. Travailler sur tout ce qui va être lien réseau pour pouvoir les solliciter en background plutôt qu'en permanence. Travailler sur des composants en mode différé. Dans SNCF Connect, vous pouvez utiliser votre passe Navigo en Ile-de-France. Sauf que quand vous n'êtes pas en Ile-de-France, ça ne sert à rien de charger le SDK IDFM. Et ben, c'est typiquement attendre d'être dans une zone qui est pertinente pour le faire. C'est fermer des connexions à des capteurs, tout ce qui va être GPS, réseau. C'est optimiser la taille de l'app. Typiquement entre la première et la deuxième mesure, en travaillant notamment sur ce qu'on appelle des bundles, c'est-à-dire quand on fait de la conception informatique, on intègre pas mal de librairies, mais il existe des bundles qui eux-mêmes ont compacté plusieurs librairies. Alors, rien qu'en faisant ce travail d'utiliser des bundles, on a réduit de près de la moitié la taille de l'application. Travailler sur les caches, ça, je ne veux pas vous l'apprendre, je pense que si on a fait de l'informatique, cacher depuis une éternité, un moyen de faire des économies d'appel et sur le réseau local. Même s'il faut faire très attention, on en parlait aussi ce matin, sur le transfert d'impact. C'est que par moment, ça peut être des fausses bonnes idées de transférer sur du cache, sur du local, parce que ça va demander à un certain moment de se rafraîchir, d'avoir beaucoup d'informations, et plutôt que faire un appel une fois, on va essayer de rafraîchir toute une base. C'est une des erreurs qu'on avait fait. On avait chargé en local tous les billets, et puis à un certain moment, on voulait synchroniser pour être sûr qu'ils étaient tous à jour, pour faire des notifications, et on rechargeait tout. En fait, ce n'était pas la meilleure idée du monde. On aimait faire du ponctuel. Et désactiver tout ce qui peut l'être en mode économie d'énergie ou sur des anciens modèles de téléphone. Toutes ces actions, ça se travaille. C'est pas quelque chose aujourd'hui on pense à la conception, mais qui justement on veut rentrer dans nos pratiques pour faire de la conception économique par design. Et avec ça, sur le gain obtenu, c'est 10 tonnes de CO2 économisées sur l'ensemble de nos utilisateurs sur un use case qui s'appelle réserver un billet de train longue distance, avec des notes sur l'énergie. Donc c'est là où on a eu le plus gros effort. On avait une note de 35, on est passé à 50, ce qui n'est pas encore top. Sur les données mobiles, 88, performance 83. On vient d'avoir hier, c'est tout frais, la dernière mesure. On s'est encore amélioré sur l'énergie puisqu'on est passé à 57, donc ça, youpi. Mais par contre, on s'est dégradé sur le volume de données mobiles échangées. On est descendu à 82, donc on reste sur un même niveau de 75 sur 100. Un label argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que GreenSpector, pour l'instant, n'a jamais délivré de label or. Et on est à peu près dans l'ensemble des sociétés qu'ils ont auditées, dans le top 10 en termes de notes et de mesures. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui a un intérêt de le faire régulièrement. Si c'est pour le faire une fois et afficher un label, en vrai, ça ne sert à rien parce qu'on fait des mises en production toutes les semaines. Notre capacité à dégrader ça peut être très rapide. Donc il faut se mesurer, voir les points d'amélioration et se corriger. Donc ça, c'était la mesure sur la sobriété. Mais le numérique responsable, comme je vous l'ai expliqué au début, ce n'est pas uniquement la sobriété numérique, ce n'est pas uniquement le CO2, c'est aussi l'accessibilité. Et c'est un objectif, encore une fois, on peut dire, parce qu'on fait partie du groupe SNCF qui historiquement était public, c'est une obligation. Mais pas seulement, en fait. On a des personnes chez nous qui c'est ancré dans leur ADN de travailler sur ces sujets. C'est pour ça, encore une fois, quand Hackathon, c'est arrivé en premier. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en
En préparant, j'ai eu quelques retours. Oui, en fait, numérique responsable le plus important, c'est le green. Bah, pas uniquement. On parle des personnes en situation de handicap, mais il ne faut pas oublier que quand on parle de situation de handicap, on parle souvent de ce qu'on appelle l'handicap permanent. Mais on peut avoir des handicaps temporaires, suite à une maladie, suite à une infection, et on va se retrouver dans une situation proche d'une situation de handicap. On peut avoir des handicaps, on va dire, situationnels. Quand il y a tout simplement, le meilleur exemple qui vous touche absolument tous, c'est quand vous avez la lumière du soleil sur votre écran, vous ne voyez rien. Et ben, c'est une situation proche d'une situation de malvoyant. Donc se dire que l'accessibilité, ce n'est que pour une partie de la population, est faux. Ça touche l'ensemble des personnes à un moment ou à un autre, quelle que soit la situation. Au-delà de la formation, comme je vous l'ai expliqué au début et qui est importante, c'est important aussi d'avoir des référents. Donc chez nous, on a un référent côté produit, qui a une formation, qui a une culture, qui connaît le référentiel RG2A par cœur. C'est assez impressionnant. On a aussi un référent tech, parce qu'il ne s'agit pas de connaître uniquement les bonnes pratiques, il faut aussi savoir accompagner l'ensemble de nos équipes pour les implémenter. Encore une fois, il y a des sujets qui sont un peu tricky, et avoir quelqu'un qui peut accompagner les équipes pour expliquer la bonne façon de le faire, ça aide. On a un testeur malvoyant, parce que c'est un exercice assez... je me souviens dans une vie passée où il y avait eu, sur la semaine du handicap, vous savez qu'il y a les semaines du handicap, une simulation, on avait mis une salle noire, on disait aux gens, venez voir comment c'est de ne pas voir. Ben, en fait non, ce n'est pas du tout une bonne idée, ce n'est pas un bon exercice. On ne peut pas, nous, se placer dans une situation d'un malvoyant. On peut imaginer tout ce qu'on veut, on n'est pas malvoyant, on ne vit pas avec ce handicap. C'est mieux de faire appel à quelqu'un qui le vit au quotidien et qui pourra nous faire des retours qu'on ne pourra pas imaginer. Et donc on a un testeur malvoyant qui est là toutes les semaines pour travailler sur nous faire des retours. Et il n'y a rien de mieux que justement cette personne-là, avec l'équipe qui leur explique, bah, vous êtes gentil, mais ça en fait je ne peux pas l'utiliser, c'est impossible pour moi. Je vais vous montrer quelques exemples après. Et l'accessibilité numérique, ça se fait tout au long du process. C'est beaucoup plus industrialisé sur l'accessibilité, mais on s'en a inspiré sur l'éco-conception. C'est à l'ensemble des phases, et que ce soit l'émergence, la conception, le développement, et après, pendant les phases d'amélioration continue. Mais je vais revenir dessus avec des exemples pour chaque. Le premier, dans la partie conception, cadrage, c'est travailler sur les personas. Donc aujourd'hui, on a 5 personas qui existent. On en a 2 en cours de conception. Et encore une fois, toujours la même chose. Quand on fait des personas, souvent, on imagine se mettre à la place des personnes qui vont être soumises à l'utilisation de nos API, nos apps. Là, ce n'est pas ce qu'on a fait, parce qu'encore une fois, on ne peut pas se mettre à leur place. Donc on a fait appel à une société qui a fait une enquête, qui a été voir des associations de malvoyants, et qui leur ont montré l'application, qui ont travaillé, qui nous ont fait un ensemble de recommandations qui vont alimenter notre backlog autour de ces personnes-là. Et faire justement les expériences map. Celles-là ont été construites avec des personnes malvoyantes. Ce n'est pas uniquement des personas théoriques. C'est travailler sur des bonnes pratiques de conception. On revient avec de l'ergonomie standard, mais ça peut paraître basique, mais c'est essentiel. C'est travailler sur les formes et les couleurs, sur les contrastes. Une information doit apparaître à un minimum de 2 façons différentes, avec un texte et des logos. Typiquement, moi j'aime bien cet exemple-là, le voir tout. C'est-à-dire qu'on voit certaines offres, mais au bout d'un moment, on a besoin de tout voir. Par moment, on se dit, on va juste faire un plus. Maintenant, imaginez quelqu'un qui ne voit pas l'interface, mais qui a un lecteur. Qu'est-ce que le lecteur va dire ? Il va dire plus. Quelle information ça va lui donner ? Et même voir tout, c'est un peu limite. En vrai, pour pouvoir aider un malvoyant, il faudrait que le lecteur lui dise voir l'ensemble des offres, qui permettrait de comprendre tout de suite que ce bouton-là va lui permettre de voir l'ensemble des offres. Donc c'est ce travail-là qu'il y a à faire au quotidien, y compris pendant les phases de conception. C'est tester avec des outils qui nous permettent de se rendre compte qu'il y a des champs qui sont mal nommés, qui ne sont pas nommés, qu'il y a des images qui disparaissent, ou qui sont inutiles. C'est-à-dire que typiquement, il est bien joli ce soleil pour dire qu'on est dans la phase été, mais pour un malvoyant, ça n'apporte aucune information. Donc pour un coup, c'est une image qui n'est pas renseignée. Par contre, les images qui sont pertinentes, qui sont importantes, il y aura un label derrière qui va permettre d'être renseigné. Travailler sur l'augmentation de la taille du texte.
c'est un exercice que je vous conseille vraiment de faire sur pas mal d'applications. Changer la taille du texte sur votre mobile et regarder comment se comportent les applications. Il y en a beaucoup, on l'a eu nous-mêmes, hein, où on a des chevauchements. Et donc, du coup, l'information devient illisible. Et là, je ne parle même pas pour un lecteur, parce qu'un lecteur, lecteur numérique pour un non-voyant va s'en sortir, mais un malvoyant, ça va compliquer, ou même tout simplement une personne âgée qui va avoir du mal à le lire. Donc c'est important d'avoir un ensemble de tests. Maintenant, encore une fois, on est tous, depuis longtemps, pour certains un peu moins dans l'informatique, on sait que le test manuel, c'est bien. Automatisé, c'est quand même un pas supplémentaire. Et c'est un exercice sur lequel on s'essaye, on travaille pas mal dessus, puisqu'on contribue, encore une fois l'application étant Flutter, il y a pas mal de possibilités avec Flutter en termes de tests, pour avoir testé des widgets, notamment sur les labels, sur la position. Et on contribue notamment, parce que Flutter est open source, à Flutter pour améliorer les outils pour pouvoir tester l'accessibilité. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ces 2 formations qui sont disponibles en ligne, où on donne énormément de détails. D'ailleurs, je suis allé un peu vite tout à l'heure sur la partie éco-conception. On fait exactement la même chose sur comment améliorer la partie développement sur Flutter. Et il y a une conf demain à Paris sur Flutter Connexion qui va donner beaucoup plus d'informations en termes d'écriture de code que ce que je vous ai donné aujourd'hui. Les efforts sont plutôt payants. Quand on a sorti Connect en début d'année dernière, on était à 55% de conformité légale. On est à 70,4%. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être conforme sur une règle, il faut qu'elle soit conforme sur l'ensemble des pages. Et donc il suffit qu'il y ait une seule des pages qui ne l'est pas pour qu'elle soit non conforme. C'est pour ça qu'on a plutôt une conformité moyenne par page à 90%. C'est-à-dire que notre perception, c'est qu'on est plutôt bon, mais la mesure étant, il suffit qu'il y ait une page qui ne soit pas bonne pour que la règle soit abandonnée, nous dessert. Par contre, on continue, amélioration continue encore une fois. Notre objectif pour 2023, c'est 75%. Et on sait que grappiller maintenant 1% à chaque fois, ça va être compliqué. Et au-delà de la mesure par RG2A qui est le référentiel, on a tout simplement des baromètres CSA qu'on fait régulièrement et qui nous donnent une mesure assez similaire sur la facilité et l'accessibilité de nos applications. Donc c'est assez cohérent. Je vous ai parlé que de 2 cas, de 2 sujets. L'éco-conception avec la sobriété et l'accessibilité, mais on essaye de regarder vraiment un panel un peu plus complet. On travaille en ce moment avec Adatech, qui est une école qui travaille vraiment sur la reconversion et sur l'inclusivité. On a une première alternante d'Adatech qui arrive bientôt, en juillet, et on les a contactés la semaine dernière, on a continué avec cet échange et on leur a proposé 30 places à Vivatech mi-juin pour les étudiants parisiens. C'est vraiment un partenariat qu'on veut travailler avec eux sur ces sujets-là, sur l'inclusivité. Faire du numérique responsable, c'est aussi partager la connaissance, partager ce que l'on fait pour éviter de dupliquer et de recréer la même chose. Donc, ça fait plusieurs années qu'on a travaillé sur un bot qui permet de faire du conversationnel, qui s'appelle Talk, et que l'on met à disposition en open source, qui est utilisé au sein de la SNCF, mais aussi chez d'autres partenaires, d'autres clients, pas des clients justement, d'autres sociétés qui l'utilisent et qui l'enrichissent, et on les accompagne en règle générale dans les premiers jours pour leur expliquer comment ça fonctionne. Donc voilà, mon point aujourd'hui, c'est de se dire, numérique responsable, ne retenez pas juste CO2, c'est vraiment un panel complet. Et donc ça, c'est un ensemble d'initiatives que l'on a mis en place, où on est plutôt content du résultat, mais on va aller plus loin. Pour l'instant, c'est une somme d'initiatives. On a décidé de mettre en place un programme. Et donc là, le prochain exercice qu'on veut faire, c'est de définir c'est quoi les bonnes pratiques pour SNCF Connect à Untech sur le numérique responsable. Il existe plein de référentiels. Donc entre RG2A et RAM pour l'accessibilité, il existe RGSN, ESN pour l'éco-conception, AR, je crois, ou GR 497, 115 bonnes pratiques. En fait, il existe énormément de référentiels, mais ces référentiels ne s'appliquent pas à tout et pas toujours dans notre contexte. Donc c'est construire notre référentiel qui va devenir notre base pour l'ensemble de nos collaborateurs, pour avancer ensemble, pour travailler sur ce sujet-là et s'incarner dans les prochains mois. Et s'il y a une seule chose à retenir, je l'ai dit à plusieurs fois, c'est que c'est une démarche d'entreprise, c'est de l'amélioration continue et c'est du 360. Ce n'est pas les techs tout seul, ce n'est pas le produit tout seul, c'est embarquer aussi ces métiers, parce que c'est travailler aussi sur la valeur métier. Peut-être que cette fonctionnalité-là a l'air vachement sympa, mais est-ce que vraiment elle apporte suffisamment de valeur par rapport au coût énergétique ou est-ce qu'elle est accessible? C'est une vision qu'on doit apporter au sein de l'entreprise. C'est incrémental, ça prend du temps, mais
honnêtement, en termes de valeur humaine et auprès de nos collaborateurs, ça vaut le coup. Et en termes de valeur pour nos utilisateurs, ça le vaut encore plus. Donc, je vous encourage très fortement à y aller. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. En tout cas, merci pour la présentation. Là, vous avez montré le numérique responsable et votre approche pour une application mobile grand public. Par rapport à cette approche, est-ce que vous la faites aussi pour vos applications internes? Je prends l'exemple de SNCF Connect. J'imagine qu'il y a une plateforme derrière pour gérer de gestion. Est-ce que vous avez la même approche ou pas encore? Alors, on essaye de le généraliser. Typiquement, quand je parlais de Fruger tout à l'heure, c'était justement pour l'expérimenter sur d'autres outils et d'autres plateformes que l'on développe pour l'interne SNCF, notamment dans les équipes de Fabrice qui est là. On essaie de le généraliser. Il y a des pratiques. Je pense l'outil des contrôleurs, la première version qu'on a fait, on l'avait fait aussi avec GreenSpector depuis 8 ans à peu près. Donc, ce n'est pas généralisé. Mais l'objectif, c'est que toutes ces expérimentations que l'on a fait sur un certain nombre d'outils, que ce soit public ou interne, on rentre vraiment, c'est pour ça que je parle d'un programme, voilà, ça marche, on peut le faire, ça a des vrais gains. Maintenant, comment on le déploie à l'échelle, comme on dit, comme l'agilité, tout simplement. Merci beaucoup pour la présentation. J'aurais deux questions. La première, c'est l'accessibilité est aussi un point environnemental. Est-ce que quand vous vous retrouvez en confrontation à choisir entre les deux, réduire l'impact environnemental et avoir l'accessibilité, déjà, est-ce que vous êtes retrouvé dans cette situation-là et comment vous l'avez arbitré? Et puis la deuxième question serait beaucoup plus générale. Quels sont les principaux freins que vous rencontrez dans le déploiement de cette démarche? Je n'ai pas d'exemple en tête, mais j'imagine qu'il y en a. Forcément, à un moment donné, il va falloir faire un choix entre favoriser, pas tant l'accessibilité et l'environnemental, même s'il doit y en avoir, c'est plutôt justement sur le deuxième point, c'est on va mettre en place des fonctionnalités, et je vais parler de confidentialité, faire traquer de la donnée, typiquement pour pouvoir suivre nos clients, c'est important, mais en même temps, c'est un peu opposé à la pratique numérique responsable. Donc c'est travailler, mais il y a un point qui est assez important, c'est qu'on veut aller vers le numérique responsable, on veut le travailler, mais on n'est pas non plus une entreprise, on n'est pas une association. On a un objectif, on doit avoir un résultat. Donc c'est un arbitrage permanent entre les différentes possibilités. On va travailler sur trouver les moyens d'avancer dans la bonne direction, convaincre et accompagner, mais encore une fois, on est une entreprise qui doit ramener, qui doit vendre des billets, qui doit proposer des itinéraires et qui doit accompagner nos voyageurs de bout en bout, qui doit permettre d'afficher les horaires de train et en gare, qui doit permettre d'accompagner des contrôleurs avant tout. Le numérique responsable, c'est pas un objectif, c'est pas l'objectif de l'entreprise, mais comme l'était l'agilité. Donc c'est pour ça qu'un des points dans la formation qui est abordé, c'est comment convaincre, comment influencer et comment accompagner pour faire les choix, parfois les bons choix, parfois les moins mauvais choix. Mais c'est une réalité en entreprise. On ne peut pas adresser l'ensemble des sujets, sinon notre vie serait trop simple. C'est pas assez drôle. Sur les freins, c'est plutôt, c'est ce que je disais à l'instant, en fait, cette opposition entre on veut ajouter des nouvelles fonctionnalités, parce qu'on sait très bien que l'objectif des métiers, c'est de rajouter sans arrêt des nouvelles fonctionnalités, parce que ça va rapporter du business, ça va apporter un certain nombre de choses, mais un certain nombre de fonctionnalités peuvent provoquer des augmentations de consommation ou autres. Et notamment, il y a un des sujets sur lesquels moi j'aimerais bien qu'on arrive à travailler, c'est ajouter des fonctionnalités, oui, mais quelles sont celles qu'on enlève? Parce qu'elles sont peu utilisées, mais malgré tout, elles consomment des services. C'est peut-être ça, cet axe-là, qui permettrait de, pas obligatoirement compenser, mais travailler sur l'axe. On parle d'obésité des applications. Comment je peux enlever des sujets ou des points qui sont inutilisés, voire inutiles. D'autres questions? Bon, merci beaucoup. Je suis là jusque ce soir et je suis ravi d'en discuter si vous avez envie de continuer. Merci.